RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, une présentation d'un sommet de 2 jours pour les startups calédoniennes. Oui, le Tech for Good Nouméa Summit est notre invité et son ambassadrice cette année, Inès Leonarduzzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste en développement durable et en stratégie numérique, avec un penchant évidemment pour tout ce qui est ce que vous appelez l'écologie numérique, et vous êtes aussi la fondatrice et la présidente de l'ONG Digital for the Planet. D'où vous vient cette passion pour le numérique ? C'est peut-être parce que j'ai grandi à la campagne, dans des régions éloignées des berceaux d'emploi, des berceaux culturels et là où ça se dynamise. Et que quand les ordinateurs sont arrivés dans nos maisons, je m'en suis fait une passion. C'était surtout la première chose qui me permettait d'avoir une fenêtre sur le monde. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai nourri assez naturellement depuis l'enfance, parce que finalement, j'ai pas du tout étudié initialement le secteur numérique. J'ai étudié d'autres choses comme l'économie ou l'art. Mais le numérique, ça a toujours été une seconde nature. Une seconde nature, et vous dites maintenant aujourd'hui, il faut l'utiliser, il faut savoir l'appréhender avec un certain nombre de critères de développement durable. C'était ça en fait, de grandir au milieu d'une forêt, parce que c'est littéralement ce qui m'est arrivé, d'avoir un ordinateur et des matériaux, des métaux rares, des circuits nanotechnologiques. C'était comment est-ce que on concilie ça? Tiens, ça n'a rien à voir, et pourtant ça peut aller dans le même sens, et à la fois ça peut aussi faire beaucoup de mal. C'est quelque chose qui m'est venu plus tard, quand je travaillais toujours dans le numérique, que je travaillais pour de nombreuses entreprises, et que je me rendais compte qu'on était dans une course à l'innovation pour le confort, l'innovation pour le divertissement, pour des choses qui sont finalement très secondaires, ce qui ne me dérange pas, mais quand dans le même temps on avait des grosses carences, des manques sur des enjeux comme les inégalités sociales, la pauvreté, le dérèglement climatique, et comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces technologies pour répondre à ces enjeux alors qu'on ne le faisait pas. C'était bien plus intéressant d'investir sur du marketing, et à partir de là, j'ai décidé de monter une ONG. Alors, qu'est-ce qu'elle s'applique à faire? Apporter des réponses à la question que vous venez de poser, c'est justement ça? C'est ça, c'est de répondre aux externalités négatives du numérique, qu'elles soient environnementales, intellectuelles et sociétales. Parce qu'on n'a pas que la pollution numérique environnementale, il y a aussi celle qui se trouve dans nos cerveaux, et celle qui vient gangréner aussi les fondements de notre société. Alors, on va les prendre une par une si vous voulez bien. Bien D'abord, sûr. quand même, la pollution environnementale. En quoi le numérique est à protéger, en tout cas à faire attention par rapport à tout ce qui est développement durable et écologie? Dans un premier temps, la pollution numérique environnementale, elle se scinde en 3 parties. D'abord, la fabrication des appareils qui nécessitent des minerais rares comme le coltan, le tantalum, le dysprosium, le niobium. Ça permet les fonctions batterie renforcée, ça permet le vibreur, ça permet les couleurs. Et tous ces minerais on va creuser dans des pays comme le Congo, la Bolivie, en Mongolie intérieure, à Dalara et plus précisément. Et tout ça occasionne des coûts environnementaux, des coûts humains. Un appareil électronique fait 4 fois le tour du monde entre le moment où il est fabriqué et le moment où il arrive dans votre poche. Ensuite, il y a tous les enjeux des usages au quotidien, des usages qui occasionnent l'activité de centres de stockage de données qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a besoin d'énergie fossile pour les alimenter. C'est à chaque fois qu'on a une activité, on fait travailler ces serveurs. Et puis plus encore, il y a l'enjeu de la climatisation de ces gros immeubles qui demandent énormément d'eau claire pour alimenter les climatisations. En Californie, vous avez à peu près 800 centres de stockage de données. Ça demande l'équivalent en eau de 158 000 piscines olympiques. Et ça, vous le mettez en rapport avec le fait que 2,1 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui n'ont pas vraiment accès à l'eau salubre. C'est ça le monde vers lequel on se dirige, et c'est ça qu'il faut endiguer. Alors, le fait de le savoir, c'est bien, mais comment on fait pour lutter contre ça? Parce que, avec ce que vous nous dites, on pourrait hésiter à acheter un smartphone ou un téléphone ou un ordinateur, et pourtant tout le monde le fait sans trop réfléchir parce que c'est devenu des objets d'usage commun. Absolument, et moi la première par ailleurs. L'idée n'est pas de dénier le numérique et de dire qu'il faut retourner à l'âge de pierre ou ne plus tout se connecter. En tout cas, je ne pense pas que ce soit une réponse viable. Je pense qu'il faut initier le futur du numérique. Et alors c'est vrai qu'en tant que citoyen, on peut se trouver assez frustré en disant mais moi je peux rien faire contre les quantités d'eau dont on a besoin pour les centres de stockage de données. Par contre, le fait que la fabrication des appareils électroniques, c'est considéré déjà comme 2/3 de la pollution numérique environnementale, on peut se dire que si j'achète moins souvent des appareils électroniques, que je fais en sorte de les faire durer plus longtemps. Du coup, si tout le monde le fait, on réduit la fabrication et la nécessité d'aller creuser encore dans les mines. Et ça, c'est déjà quelque chose de bien. On peut aussi se tourner vers des achats de seconde main, du recyclé, et ça se fait très bien. Alors, on a beaucoup de problèmes à acheter un appareil électronique recyclé. Pourtant, on le fait très bien avec une voiture de seconde main. Et c'est marrant, on n'a pas peur de s'élancer à 150 km/h sur l'autoroute avec une voiture qui a déjà servi 2-3 fois, absolument. Mais par contre, un appareil
d'occasion, ça nous terrorise. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ensuite, c'est vrai que nous, ce qu'on fait, on va surtout travailler sur des enjeux d'éducation auprès de la jeunesse des 7-24 ans. Et on travaille aussi sur des enjeux de lobbying éthique auprès des gouvernements. Donc on travaille avec la France, où on a coécrit et proposé plusieurs amendements qui sont aujourd'hui entrés en vigueur. On travaille avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg. On essaye d'avancer nos pions le mieux qu'on peut. Vous évoquiez travailler auprès des enfants 7-14 ans, vous 7-24 ans. Vous les sentez réceptifs à ces messages? Ça fait bouger des choses dans leur comportement aujourd'hui? Absolument, on est la génération environnementalement sacrifiée de toute façon. Et on le sait, nos enfants seront déclassés environnementalement sur le plan climat si on ne change rien. Et je crois que les enfants, même si à côté, on est tous un peu traîtres à nos engagements. C'était Bruno Latour, un grand environnementaliste, qui le disait. Qui est décédé il y a peu de temps. Absolument. J'ai un smartphone dans mon sac, j'en ai besoin. J'ai pas les comportements les plus exemplaires surtout, ce serait un énorme mensonge que de dire ça. Je réponds aussi à des enjeux capitalistes quand je le dois parce que je dois nourrir ma famille. J'ai pris l'avion pour venir jusqu'ici. Et on est tous comme ça. Et les enfants, c'est pareil. Les plus jeunes ont ces besoins parce qu'ils ont grandi dans une société numérique. Moi, j'ai connu le cerveau pré-numérique, mais eux l'ont pas connu. Et à la fois, si on leur dit que le numérique pose un problème, ils sauront prendre les dispositions pour que ça soit moins. Vous parlez aussi de pollution intellectuelle et sociétale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont fait irruption dans la vie courante des gens au point qu'on ne peut plus s'en passer? C'est un peu ça et un peu plus. La pollution numérique intellectuelle, c'est la manière dont le numérique, quand il est mal incarné, impacte nos capacités cognitives. Je vous donne un exemple concret. Le fait qu'on ait eu j'aime ou j'aime pas pendant 20 ans sur les réseaux sociaux, ça polarise nos systèmes de pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus entre les deux. Je trouve ça intéressant. En revanche, j'aurais plus mis l'accent sur ça, etc. Non, c'est je suis fasciné ou alors je déteste. C'est pareil pour les textes courts qui sont favorisés par les algorithmes sur les moteurs de recherche comme Google, par exemple. Les textes courts, parce que plus de texte court dit plus de clients dit plus d'achat d'espace, donc plus d'argent. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a de vrais problèmes à lire longtemps. Aujourd'hui, on a des associations, non pas pour alphabétiser les gens, mais pour leur apprendre et leur laisser l'usage de lire plus longtemps. Donc oui, ça joue sur nos capacités cognitives. Et si nos capacités cognitives sont mises à mal et que je binarise mes schémas de pensée, j'ai plus de facilité à me disputer avec vous, à être en désaccord avec tout le monde. Et si on fait tout ça, on tombe dans un chaos social. Et si on a un chaos social, le projet de société est mis à mal. C'est là où on tombe dans la pollution numérique sociétale. La pollution numérique sociétale, c'est par exemple Twitter en est le meilleur exemple. C'est la manière dont on peut dire tout et on peut menacer n'importe qui. On peut dire tout ce qui nous passe par la tête. Et ça, aujourd'hui, c'est pas du tout ce que la liberté, sur le plan démocratique, sur le plan des Lumières, préconise. Aujourd'hui, la liberté, c'est de dire des choses qui n'impactent pas nécessairement les autres et leur fait pas de mal. Aujourd'hui, on est sur un modèle où non, on attaque n'importe qui quand on veut. Et on le voit, les fondements de notre société, ce que j'appelle les fondements de notre société, c'est le vivre ensemble. Ils sont mis à mal. Donc, si mes capacités cognitives sont mises à mal, je réfléchis moins bien. Si on réfléchit moins bien collectivement, le projet de société ne tient plus. S'il n'y a plus de projet de société, pour quelle raison étrange est-ce que je voudrais protéger l'environnement? Ça veut dire que ça atrophie notre capacité à penser si on ne fait pas attention à la surutilisation de ces outils numériques? La réponse que je vais vous donner, elle est très importante. Le numérique, c'est un outil merveilleux qui peut apporter des réponses incroyables sur plein d'enjeux et même sur le plan cognitif. On a réalisé que ça pouvait nous apprendre à mieux comprendre les choses, à mieux affirmer des réponses et à mieux construire les projets. Cependant, mal utilisé, oui, c'est un danger pour les cerveaux. Comment vous allez faire passer ce message en Calédonie? Vous venez pour un sommet dédié au numérique, au développement des startups. C'est justement pour alerter les gens sur ce développement, sur l'utilisation du numérique que vous allez faire passer des messages? Mon action ici, elle va être très humble. Je vais simplement présenter mon travail. En effet, essayer de sensibiliser, d'informer. Je pense que on a affaire à des gens très intelligents. Je ne vais rien leur apprendre. Je vais surtout essayer d'apporter une perspective, regarder les choses par une autre fenêtre. Ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de créer des courants d'air dans les schémas de pensée. Je cherche pas du tout j'ai toujours détesté ce mot évangéliste, vous savez, qui est né avec le numérique. J'évangélise personne, j'ai horreur des dogmes. Par contre, de créer des courants d'air, d'essayer de créer des espaces où peut-être on peut considérer les choses d'une autre façon, c'est éventuellement ce que je vais essayer de faire. Vous avez écrit l'an dernier un essai qui s'appelle « Réparer le futur » aux éditions de l'Observatoire. C'est toutes ces réflexions que vous avez compilées dans cet essai? Absolument, c'est 4 ans de recherche et de voyage. Alors vous êtes aussi spécialiste dans l'art en général, art contemporain, artisanat d'art, art numérique. Quel rapport vous faites entre l'art et le numérique? L'art, je pourrais mettre en rapport l'art avec tout, avec la nourriture, avec le numérique, avec l'industrie.
L'art, c'est une manière de penser. J'ai étudié le management des marchés de l'art quand j'étais jeune et je m'en suis passionnée. C'est quelque chose qui nous tire vers le haut. Je pense qu'aujourd'hui, si on a des sociétés complètement totalitaires, si on a des espèces de tyrans qui émergent comme ça et qui proposent des choses qui font peur à la majorité des gens, c'est parce qu'on n'a plus de sacré. Et je ne parle pas de sacré sur le plan religieux, je parle de sacré en termes d'éthique et d'esthétique. On est dans une société du vide où on ne sait plus vraiment en quoi croire parce que justement, les mauvais usages du numérique nous poussent à être méfiants d'absolument tout, parfois à raison et parfois à tort. L'art, c'est quelque chose qui symbolise... La culture, c'est ce qui tire une société vers le haut. Et l'art, c'est ce qui le caractérise. Et quand je me rends à la basilique de Saint-Pierre et que je vais voir la Pietà vous voyez, vous avez ce bouleversement émotionnel qui vous extirpe et des sensations que vous n'avez pas d'habitude, pas dans votre travail, pas même chez vous, pas en voiture. Et c'est ça que je viens chercher. Donc mon travail dans l'art, en effet, je dirige un bureau de stratégie avec une amie qui est aussi écrivaine et qui est spécialiste de l'art contemporain. Et nous, notre travail, c'est de mettre de l'art partout, dans les villes, dans les écoles, de créer des projets sociétaux et sociaux avec de l'art pour justement attirer le plus de personnes possible vers l'art. Et on pense que c'est une des réponses qu'on peut apporter pour un progrès réel en société. Est-ce que vous écoutez, on a l'impression que le monde a terriblement changé en une vingtaine d'années depuis l'apparition du numérique. Est-ce que vous pensez vraiment que ça formate ou en tout cas que ça influe sur la manière de vivre ensemble aujourd'hui, tous ces outils ? Bien sûr. Après, je pense que non, rien n'a fondamentalement changé. En fait, c'est toujours les mêmes recettes qu'on réinvente. On se rend compte que le modèle des 4-5 grandes mastodontes numériques, finalement, n'ont rien à envier aux méthodes des sémenciers qui avaient déjà leur technique d'oligopole. Donc, en fait, du pain et des jeux, on n'a rien inventé du tout. Les Grecs savaient déjà ça avant nous. C'est les outils qui ont changé. C'est les outils qui ont changé. Et surtout, c'est un catalyseur parce qu'on va beaucoup plus vite dans les transformations. C'est ça qui peut inquiéter. Inès Leonardozzi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'ambassadrice de Tech for Good Nouméa Summit qui aura lieu mercredi et jeudi à Nouméa. Merci beaucoup. Merci à vous.